Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Sigoni. Bonjour et bienvenue dans Le Peuple lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain ce n'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle c'est le creuset sous haute pression de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les chants les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Aujourd'hui, Sigmund Freud. Quoi, dites-vous ? Freud ? Écrivain juif du XXe siècle ? On le connaît comme psychanalyste, médecin, scientifique. Pour ma part, je me souviens qu'il était au programme de philo de terminale. Et il est tout ça. Mais je trouve qu'on le néglige comme écrivain et comme penseur de la littérature. Et son œuvre est une influence majeure pour les artistes et les auteurs encore aujourd'hui. Alors, parlons un peu du Freud littéraire. Sigmund Shlomo Freud, né en 1856 dans une famille juive libérale d'Autriche-Hongrie, est né de 10 enfants. Élève brillant, il entre à l'université de Vienne. Il en sort docteur en médecine et se spécialise dans l'étude du cerveau et du système nerveux. Si vous voulez briller sur le divan, vous pouvez ajouter qu'il mena des recherches sur les testicules d'anguille pour définir la structure des axones et sur la cocaïne, ce qui lui vaudra de rendre addict à la coke à un de ses amis et collègues déjà morphinomane. Il sera ensuite l'élève du professeur Charcot à Paris et y découvrira la suggestion. Il consacre les années suivantes au développement de la psychanalyse, qu'il définit comme un procédé pour l'investigation des processus mentaux à peu près inaccessibles autrement. Dans sa correspondance, il donne une définition du psychanalyste qui ressemble étonnamment à celle des grands romanciers. Il écrit « Je voudrais lui assigner un statut qui n'existe pas encore, le statut de pasteur d'âme séculier qui n'aurait pas besoin d'être médecin et pas le droit d'être prêtre. » En 1905, il publie 3 essais sur la théorie sexuelle et un court ouvrage, Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient, qui est en réalité une étude sur le langage. Il n'hésite pas à citer des bons mots, des histoires drôles, des blagues juives avec une créativité qu'on trouve rarement dans les ouvrages techniques. Il cite par exemple l'histoire du chaudron, devenu canonique en psychanalyse. A emprunté à B un chaudron de cuivre, et après l'avoir réduit, il est mis en accusation par B, parce que le chaudron présente désormais un grand trou qui le rend inutilisable. Voici sa défense. Premièrement, je n'ai absolument pas emprunté de chaudron à B. Deuxièmement, le chaudron avait déjà un trou lorsque je l'ai reçu de B. Troisièmement, je lui ai rendu le chaudron intact. Et Freud fait de ce syllogisme un support à son analyse du trait d'esprit. Il prouve non seulement qu'on peut écrire sur la science et dans une démarche scientifique, mais encore que c'est un exercice difficile, qui demande autant de clarté que d'élégance, une très grande honnêteté intellectuelle et un sens du public. Freud écrit pour les autres et non pour lui-même. Il saisit l'attention, il explique, il ne se perd pas aux parenthèses inutiles. Et j'insiste sur cet aspect du style de Freud. Il refuse le jargon. À chaque fois qu'il invente de nouveaux mots, et il le fait souvent, c'est pour définir un concept qu'il expose et délimite nettement. Souvent, il va se trouver face à des phénomènes psychiques qu'il ne sait pas expliquer, et dans ces cas, il l'avoue. Je n'aime pas ces distinctions trop brutales entre art et science, et Freud souvent rapproche les deux dans leur but, mais à son époque, leurs méthodes sont complètement opposées, et on peut donc dire qu'il a pris le meilleur de la méthode scientifique, la rigueur et le scrupule, et le meilleur de la littérature, la clarté et le souci du lecteur. Je ne connais pas bien les querelles médicales entre Freud et ses disciples, mais pour moi, ce qui les distingue, c'est qu'il y a d'un côté le père de la psychanalyse, qui refuse tout mysticisme et se sert du style comme d'un scalpel. Les deux mots, style et scalpel, ont la même origine, puisque le style, c'est d'abord le clou, avec lequel les scribes gravent dans l'argile. Donc d'un côté le père de la psychanalyse, et de l'autre, les mots mal définis, les tournures obscures, une volontaire ambiguïté entretenue par des disciples qui ont une autre vision de la discipline, et qui éloignent les profanes, qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite. D'ailleurs, le succès populaire montre que les livres de Freud s'adressent à tous. Au studium de la bibliothèque universitaire de Strasbourg, il y a un rayonnage entier qui lui est dédié. Il est entré dans le domaine public en 2010, donc on trouve facilement ses œuvres sur Internet, et même un siècle après l'invention de la psychanalyse, on continue de le lire.
Belle revanche aussi, puisqu'à partir de 1933, les livres de Freud sont brûlés par les nazis. Il va écrire avec Albert Einstein « Pourquoi la guerre ?», Warum Krieg, puis l'année suivante, Moïse et le monothéisme. En 1938, peu après l'Anschluss, il fuit l'Autriche et se réfugie à Londres, où il meurt l'année suivante. Du Freud littéraire, que retient-on ? Déjà le lecteur. Freud était un lecteur passionné et il a été profondément influencé par Sophocle, par Shakespeare, par Goethe, dont les références peuplent ses œuvres. L'écrivain aussi. Il a l'art de la comparaison pédagogique, de la métaphore efficace, ce qui était essentiel pour poser les bases d'une discipline qui n'existait pas encore à l'époque, pour inventer et illustrer de nouveaux concepts. Il compare par exemple l'appareil psychique à une maison, avec différentes pièces pour le conscient, le préconscient et l'inconscient. Dans ses écrits et dans ses travaux scientifiques, on sent une recherche de l'originalité, de l'individualité, qui le mène parfois à critiquer des collègues sur de mesquines questions de qui a signé quoi, mais qui reflète aussi sa volonté de créer, pas seulement de développer ou de continuer, mais d'apporter des idées et une lumière neuve. Et sur le Freud écrivain, j'aurais envie d'ajouter qu'il a aussi cet art de la note de bas de page, qui lui sert bien sûr à expliquer des concepts, à ajouter des références, à ajouter des sources, mais qui participe pleinement du texte. Et enfin, donc Freud lecteur, Freud écrivain, et bien sûr Freud psychanalyste. Freud voyait dans la littérature un moyen d'explorer les profondeurs de la psyché humaine. Il a lui-même appliqué les principes psychanalytiques à la création littéraire, en étudiant les liens entre la psychanalyse et l'archéologie, dans son essai « Le délire et les rêves » dans la Gradiva de Jensen. Je vous épargne l'opéra aux questions, puisque l'invité d'aujourd'hui a choisi, pour accompagner ce portrait de Freud, les contes d'Hoffmann par Offenbach, dont le côté surréaliste traduit si bien l'Unheimlichkeit, le sentiment d'étrangeté décrit par Freud. Et comme notre char, on portait sans secousse nos cœurs et nos amours, sans paviment et douce. Aussi qu'il écoutait, j'étais ce chant vainqueur, aussi qu'il écoutait, j'étais ce chant vainqueur, dont l'éternel C'était la légende de Kleinsack dans les contes d'Hoffmann par Offenbach. Avez-vous entendu l'Unheimlichkeit ? Clic-clac, ce sentiment d'inquiétante étrangeté que décrit Freud. Il postule que l'inquiétude naît de ce qui n'est pas familier, mais aussi de ce qui est familier, d'un retour du refoulé ou d'une réalité dépassée. Par exemple, on a a priori tous dépassé la croyance infantile, selon laquelle on pourrait faire 3 vœux qui se réaliseraient, mais il en reste quelque chose. Et je crois que ce quelque chose, c'est de là que naît la littérature. La littérature, pour Freud et les arts de façon générale, sont des Hilfskonstruktionen, des échafaudages qui nous permettent de supporter le réel, comme le sont la religion, la science, le travail et les stupéfiants. Et cette thèse, il la développe dans Malaise dans la civilisation, tout au début, dont je vous lis un extrait donc, du premier chapitre. Revenons à l'homme ordinaire et à sa religion, la seule qui aurait droit à ce nom. La parole bien connue d'un de nos grands poètes et sages à la fois nous vient aussitôt à l'esprit. Elle définit ainsi les rapports que la religion entretient avec l'art et la science. Celui qui possède la science et l'art possède aussi la religion. Celui qui ne les possède pas tous deux, puisse-t-il avoir la religion ? Citation de Goethe dans les Xénies apprivoisées. Cet aphorisme, d'une part, met la religion en opposition avec les 2 plus grandes créations de l'homme. Il déclare, d'autre part, que du point de vue de leur valeur vitale, elles peuvent se suppléer et se replacer mutuellement. Si donc nous voulons priver le commun des mortels de sa religion, nous n'aurons certes point le poète,
et son autorité de notre côté. Mais nous tentons, par une voie particulière, d'atteindre une plus juste appréciation de sa pensée. Telle qu'elle nous est imposée, notre vie est trop lourde. Elle nous inflige trop de peines, de déceptions, de tâches insolubles. Pour la supporter, nous ne pouvons nous passer de sédatifs. Cela ne va pas sans Hilfskonstruktionen, sans échafaudage de secours, a dit Théodore Fontane. Ils sont peut-être de 3 espèces. D'abord de fortes diversions, qui nous permettent de considérer notre misère comme peu de choses, puis des satisfactions substitutives qui l'amoindrissent, enfin des stupéfiants qui nous y rendent insensibles. L'un ou l'autre de ces moyens nous est indispensable. Note de bas de page, Wilhelm Busch, mais en termes moins relevés, exprime la même pensée dans la pieuse Hélène, qui a des soucis, a aussi des liqueurs. C'est aux diversions que songe Voltaire quand il formule dans Candide, en guise d'envoi, le conseil de cultiver notre jardin, et c'est encore une diversion semblable que le travail scientifique. Les satisfactions substitutives, celles par exemple que nous offre l'art, sont des illusions au regard de la réalité, mais elles n'en sont psychiquement pas moins efficaces, grâce au rôle assumé par l'imagination dans la vie de l'âme. Les stupéfiants, eux, influent sur notre organisme, en modifient le chimisme. Il n'est guère facile de déterminer le rôle qu'occupe la religion dans cette série. Il nous faut reprendre les choses de plus loin. La question du but de la vie humaine a été posée d'innombrables fois, elle n'a jamais encore reçu de réponse satisfaisante. Peut-être n'en comporte-t-elle aucune. Maintes de ces esprits interrogeants qui l'ont posée ont ajouté « S'il était avéré que la vie n'eut aucun but, elle perdrait à nos yeux toute valeur. » Mais cette menace n'y change rien. Il semble bien plutôt qu'on ait le droit d'écarter la question. Elle nous semble avoir pour origine cet orgueil humain, dont nous connaissons déjà tant d'autres manifestations. On ne parle jamais du but de la vie des animaux, sinon pour les considérer comme destinés à servir l'homme. Mais ce point de vue lui aussi est insoutenable, car nombreux sont les animaux dont l'homme ne sait que faire, sauf les décrire, les classer et les étudier, et des multitudes d'espèces se sont d'ailleurs soustraites à cette utilisation par le fait qu'elles ont vécu et disparu avant même que l'homme ne les ait aperçues. Il n'est décidément que la religion pour savoir répondre à la question du but de la vie. On ne se trompera guère en concluant que l'idée d'assigner un but à la vie n'existe qu'en fonction du système religieux. Ce que je comprends dans cet extrait, c'est que Freud, plutôt que de répondre à la question du sens de la vie, rien que ça, qu'il soulève dès les premières pages, cherche les moyens d'éviter la question. Et il en liste 3 sortes, dont l'art. Et d'ailleurs, pour cette définition, pour cette classification des moyens de supporter la réalité, il va citer, en l'espace de 2 pages, il cite Goethe, il cite la pieuse Hélène, il cite le Candide de Voltaire. Donc on voit aussi les références du Freud lecteur. Et en ce sens, il veut aider à vivre en humain dans un monde qui n'est pas créé pour l'humain par le biais des travaux scientifiques, des distractions, de l'art ou des sédatifs. Cette idée de guérison de l'âme, on la retrouve sous la plume de Stefan Zweig. Il écrira en 1932 La guérison par l'esprit, qui est à la fois un essai sur la psychanalyse et une biographie de Freud. Il écrit « Dans les hôpitaux, ces magasins généraux de misère humaine, les maladies sont classées par catégorie avec leurs spécialistes et les médecins n'y traitent plus que des cas, n'examinent plus généralement que l'organe malade, sans même jeter un regard sur la physionomie de l'être humain aux prises avec la souffrance. Ajoutez à cela les organisations géantes, caisses de secours, assurances sociales, qui contribuent encore à cette dépersonnalisation et à cette rationalisation. Il en résulte une espèce de standardisation qui étouffe tout contact intérieur entre le médecin et son patient. Avec la meilleure volonté du monde, il devient de plus en plus impossible de susciter entre le médecin et le patient la moindre vibration de cette force magnétique mystérieuse qui va d'âme en âme. Le médecin de famille, le seul qui voyait encore l'homme dans le malade, qui connaissait non seulement son état physique, sa nature et ses modifications, mais aussi sa famille et par conséquent certains de ses antécédents, le dernier qui représentait encore quelque chose de l'ancienne dualité du prêtre et du guérisseur, prend peu à peu figure de fossile. Le temps l'écarte. Il jure avec la loi de la spécialisation, comme le fiacre avec l'automobile. Trop humain, il ne peut plus s'adapter à la mécanique perfectionnée de la médecine. Et pour Zweig, la psychanalyse, et en particulier l'œuvre de Freud, va refaire ce lien entre ce qu'il appelle l'ancienne dualité du prêtre et du guérisseur et la médecine moderne, qui a une tendance à la standardisation, à la dépersonnalisation. Je sens que lorsqu'on parle d'âme, le philosophe frémit.
Aujourd'hui, pour parler du Freud littéraire, le Peuple lu reçoit Lev Frankel, que vous connaissez sur les réseaux sous le nom de Serial Thinker. Lev fait un formidable travail pour rendre la philosophie accessible. En parallèle des vidéos et de l'enseignement, il poursuit un travail de recherche avec une thèse sur la psychanalyse et l'existentialisme. C'est bien ça ? Voilà, exactement. Bonjour Laura. Bonjour Lev. Donc aujourd'hui, pour parler du Freud littéraire, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et j'aurais quelques questions. Déjà, savoir, Lev, comment est-ce que vous avez découvert Freud ? Alors, j'ai découvert Freud, je crois, assez jeune, dans l'adolescence. Je devais avoir 14 ou 15 ans, et c'est mon petit frère, Michael, qui avait commencé à lire ça avant moi. Et ça avait été une véritable révolution pour lui. Et depuis, ça m'a marqué, et j'ai commencé à fréquenter son œuvre, voilà, depuis l'adolescence. Après, j'ai eu un moment, quand j'ai commencé mes études de philosophie, assez idéaliste. Quand on est philosophe, on est toujours, je crois, on a toujours en tout cas ce moment idéaliste. Et Freud me paraissait trop matérialiste, il me tombait des mains à un moment. Et donc ça me semblait une vision trop scientiste. Et aujourd'hui, vous êtes réconcilié avec cette vision matérialiste de Freud ? Et je me suis réconcilié avec. Alors ça a été tout un débat parce qu'effectivement, j'ai fait ma thèse... Enfin, voilà, j'avais entamé ma thèse en tout cas sur la confrontation entre la psychanalyse existentielle de Sartre et la psychanalyse freudienne. Donc la psychanalyse, on va dire, idéaliste de Sartre d'un côté, je sais, même s'il revendiquerait peut-être pas ce terme, mais cette idée que la conscience, c'est quand même quelque chose chez Sartre qui est une exception dans l'ordre de la matière et de la nature. Voilà. Donc il y a quand même cette idée-là chez Sartre et dans toute la phénoménologie que la conscience, c'est quelque chose d'exceptionnel, alors que chez Freud, pas du tout. Il a une vision matérialiste, scientifique, qui peut désarçonner parfois un petit peu le philosophe. Mais voilà, j'ai essayé de faire dialoguer en tout cas la psychanalyse philosophique existentielle de Sartre avec la psychanalyse matérialiste de Freud. Et quel est l'ouvrage que vous recommanderiez pour découvrir l'œuvre de Freud à quelqu'un qui ne l'aurait pas encore lu ? Alors, si vous partez du point de vue littéraire, je dirais... Alors, c'est un ouvrage qui est très peu connu. C'est à partir d'une œuvre littéraire, justement, Les délires et les rêves dans la Gradiva de Jensen. Donc c'est un livre qui s'appelle La Gradiva de Jensen, et c'est une nouvelle que Freud analyse, et voilà, et c'est passionnant la manière dont il psychanalyse l'œuvre littéraire de Jensen. Et c'est peut-être une porte d'entrée dans la psychanalyse. Après, la porte d'entrée plus classique, c'est tout simplement l'introduction à la psychanalyse. Mais il y a plein de voies d'entrée, en fait. Je crois qu'on peut rentrer vraiment dans l'œuvre de Freud. Il s'est intéressé à tous les aspects de la vie humaine. Donc, on peut s'y intéresser par le biais de la question de la sexualité. On peut aussi, avec les 3 essais sur la théorie sexuelle, on peut s'intéresser à partir de la question de l'humour, d'ailleurs, notamment la question de l'humour juif, d'Erwitz. C'est passionnant, d'ailleurs. D'ailleurs, si on est un petit peu réfractaire avec certaines théories de Freud, parfois, aujourd'hui, il est plutôt bon aujourd'hui de s'interroger, notamment sur certaines choses qui peuvent être des dogmes chez Freud. Mais on peut rentrer, du coup, par d'autres prismes plus... on va dire, un peu plus décalé, notamment sur la question de l'humour. Il a une analyse de ce qu'est l'humour qui est absolument passionnante. Et une parenthèse sur Derwitz, donc le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient. Est-ce qu'on peut le lire en français ? Est-ce qu'il est aussi instructif sur le langage et ses rapports avec l'inconscient dans une autre langue que sa langue d'origine ? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai lu en français. Je dis Derwitz, c'est un petit peu... Voilà, je fais mon universitaire, citer les titres en allemand. Mais voilà, je comprends certaines phrases en allemand. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir se référer au texte dans la langue originale autant qu'on peut. Donc, j'essaye de le faire quand je peux. Mais il y a d'ailleurs beaucoup de yiddish dans ce texte. Donc, il y a toutes les blagues, d'ailleurs. Ce qui est intéressant chez Freud, c'est quand il s'intéresse à un domaine... Il ne s'y intéresse pas comme un philosophe perdu dans le ciel des idées.
Au contraire, il va s'intéresser de manière extrêmement concrète, et pour analyser ce qu'est l'humour, il va prendre l'exemple de centaines de blagues. Et comme le répertoire de blagues qu'il a sous la main, c'est les blagues qu'il connaît, c'est-à-dire les blagues yiddish, donc on se retrouve avec, voilà, c'est une anthologie de blagues yiddish du 19e siècle, et c'est hyper intéressant, c'est très drôle. Mais je crois que la moitié concerne des blagues sur les marieurs. Exactement, les chats de reine. Voilà. Et justement, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué dans le style de Freud par rapport à ses disciples, par rapport aux psychanalystes plus contemporains, c'est qu'il est très concret, accessible, compréhensible même aux profanes. C'est quelque chose qui est unique dans la psychanalyse, cette clarté du style, cet aspect très littéraire de Freud, aussi bien dans ses références que dans sa manière d'écrire. C'est vrai, parce qu'on connaît beaucoup son disciple Lacan, qui écrivait dans un style absolument... Alors, c'est un style qui a une certaine beauté, qui a un certain mystère, mais c'est un style, disons, qui se revendique d'une certaine profondeur, c'est-à-dire que plus c'est incompréhensible, plus c'est profond. Alors que Freud, c'est exactement l'inverse. Freud, il a cherché à être très, très clair. Et donc Lacan, il est dans une autre tradition complète qu'on peut voilà, c'est la tradition française, Lacan, Derrida, Deleuze, etc. C'est-à-dire une tradition de vouloir absolument dire de chercher la profondeur. Et d'une certaine manière, je crois que ça relève plus de l'art. Dans l'art, on recherche le mystère, on recherche la profondeur. On compte d'une certaine manière, on est dans un style très elliptique, on fait confiance à l'intelligence du spectateur, du lecteur. Alors que Freud, c'était pas du tout... Même si Freud a un style, un très beau style, mais c'est un style qui cherche la clarté. C'est peut-être ce qui m'étonne le plus dans son style, c'est qu'il relance simplement par la forme déjà, par la manière dont il écrit, il relance ce vieux débat sur peut-on être simple d'accès sans être facile, sans exprimer des idées superficielles. Est-ce qu'on peut exprimer des idées riches, denses, dans un style qui soit clair, qui soit accessible et qui n'en soit pas moins beau et qui s'adresse au lecteur ? Alors là, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que moi, en tant que créateur de contenu et vulgarisateur, c'est ce que j'essaye de faire. D'ailleurs, le terme de vulgarisation, je ne l'aime pas tellement parce que je crois que les grands auteurs étaient capables aussi de se rendre eux-mêmes accessibles. Je préfère cette idée de finalement de culture populaire. Je préfère cette idée-là plutôt que du terme de vulgarisation où on a l'impression un petit peu qu'on va abaisser le niveau, qu'on va abaisser la complexité et la subtilité d'un propos. Oui, en anglais, la vulgarisation se dit popularization. Exactement. Donc, c'est cette idée de populariser. Éducation populaire, oui. Exactement. C'est cette idée qui est, on pourra dire ce qu'on veut sur Michel Onfray, mais qui est quand même sa grande idée, cette idée qu'il faut faire des universités d'éducation populaire, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir sur lui et quelles que soient les critiques qu'il avait d'ailleurs lui-même sur Freud. Mais effectivement, je crois qu'on peut rendre accessible, je trouve ça d'ailleurs assez dommage même en terminale, avec la question de la philosophie en terminale, on voit des textes qui tombent au bac qui sont très difficilement compréhensibles pour la majorité des élèves aujourd'hui. Là, je relisais un texte de Durkheim, notamment, sur la question de la morale, à destination des élèves de terminale pour un livre que je suis en train d'écrire, pour la réédition de mon livre chez Hachette, qui donne une méthodologie pour les élèves de terminale. Et je suis étonné, je suis frappé par la complexité des textes qui tombent chaque année au bac et qu'on pourrait vraiment simplifier de manière beaucoup plus accessible. Il y a cette idée, je crois, dans la philosophie française, en tout cas dans la manière dont elle est enseignée, que la complexité va de pair avec l'obscurité. Exactement. Et avec la profondeur. Exactement. Ce qui n'est pas du tout le cas chez les anglo-saxons, par exemple. On peut prendre l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, Daniel Dennett, 20e et 21e, qui vient de nous quitter, et qui n'a pas du tout cette exigence, ce souci de vouloir se rendre au profond. Au contraire, alors parfois il est complexe par la complexité de la nature de ce qu'il est en train d'étudier et d'analyser,
parce qu'il analyse des phénomènes extrêmement complexes, comme le phénomène de la conscience, ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit. Donc le sujet possède une certaine complexité en elle-même, mais il ne va pas chercher à l'augmenter, au contraire, il va chercher à rendre les choses la plus simple possible. Voilà, je crois qu'il y a une confusion en France entre la philosophie et la littérature. Alors c'est une confusion qui est parfois heureuse, mais qui ne doit pas être systématique, je crois. Oui, et c'est un autre avantage de ces styles très clairs dans la philosophie, clairs sans pour autant parler de sujets faciles, c'est qu'ils permettent à des disciples de continuer de réactualiser l'œuvre sans être seulement dans l'exégèse, dans l'interprétation de formules ambiguës, de tournures complexes. Et d'ailleurs, j'aimerais citer l'article que vous avez écrit sur DNet pour le réactualiser à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure où aujourd'hui on a en tout cas des discussions sur des formes de conscience plus artificielles. Et est-ce que le fait d'avoir un style aussi clair, aussi littéraire, de se baser sur des références comme Goethe, comme Voltaire, pour Freud, va permettre d'inspirer un autre courant en psychanalyse et va permettre à des disciples de continuer son œuvre? Ou est-ce que justement, puisque c'est une œuvre et non pas un travail scientifique, ça la rend impossible à continuer, ça met la signature de l'auteur au bas de la page, si bien qu'on ne peut pas ouvrir un nouveau chapitre. Ouais, il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qui est intéressant avec Freud, tout d'abord, c'est que vraiment, il s'est intéressé à tous les domaines, à la peinture, à la sculpture, à la littérature. Il y a notamment une très belle analyse du Moïse de Michel-Ange. Vraiment, c'est formidable la façon dont il analyse ça. Il pose un Moïse de Michel-Ange qui se calme et qui n'est pas le Moïse colérique qui brise les tables de la loi, qui se retient. Voilà, une sorte de Moïse qui se retient. Voilà, toute cette idée. Donc, il va analyser, il va psychanalyser les auteurs derrière les œuvres. Léonard de Vinci. Il y a des choses qui sont parfois peut-être un petit peu perchées, comme on dirait aujourd'hui, qui sont peut-être un peu tirées par les cheveux, c'est vrai, mais il y a toujours quand même cette volonté d'essayer de voir quels sont les désirs inconscients qui se cachent derrière les œuvres, et ça, je crois que c'est j'ai pas envie de dire grille de lecture, parce que du coup, mais c'est une lecture des œuvres qui aujourd'hui va avoir quand même une postérité par rapport à la question que vous posiez. Je crois qu'il a inventé quelque chose qui passe à la postérité, c'est-à-dire cette possibilité d'analyser une œuvre à partir de l'inconscient de son auteur. Ça, je crois que c'est quelque chose dont on peut tous se revendiquer aujourd'hui et qui est vraiment passé à la postérité. Et peut-être pour conclure là-dessus, et puisque c'est le sujet de votre thèse, est-ce que du point de vue du style, de ce style concret, accessible, qui se base sur des exemples, et notamment des exemples littéraires, est-ce qu'il y a un rapprochement à faire entre Sigmund Freud et Jean-Paul Sartre? Oui, il y a un vrai rapprochement à faire, c'est-à-dire que les deux auteurs, et d'ailleurs je pense qu'ils étaient plus proches qu'ils ne le croient. Enfin, bon, Freud n'a pas connu Sartre, mais Sartre était plus proche de Freud qu'il ne le pensait. Mais il le dit parfois, il dit voilà tout ce que je retiens de Freud et voilà tout ce qui me démarque de lui. Et ce qui retient de Freud justement, c'est cette volonté, justement d'analyser. Alors déjà effectivement sur cette question de l'analyse concrète de l'existence, c'est ça l'existentialisme et la phénoménologie sartrienne, c'est toute cette idée qu'on doit non pas penser dans le ciel des idées, mais qu'on doit penser de manière concrète. Qu'est-ce que ça signifie la sexualité dans la vie humaine? Qu'est-ce que ça signifie l'angoisse? Qu'est-ce que ça signifie la nausée? Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose. Et d'ailleurs, Sartre est un romancier. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire il a pensé que la philosophie ne pouvait pas se déconnecter de la littérature au sens où la philosophie ne peut pas penser dans le ciel des idées sans se confronter à la vie concrète des êtres humains. Et c'est pour ça, je crois, que la littérature est aussi fondamentale pour Jean-Paul Sartre.
Mais effectivement, c'est ça peut-être le lien entre Sartre et Freud, et cette volonté toujours de... on croit souvent... Bon, Sartre est un partisan de la liberté, c'est ça qui le distingue beaucoup de Freud, mais c'est pas un partisan naïf de la liberté qui consisterait à croire que finalement, c'est une liberté de notre volonté de pouvoir faire ce qu'on veut. Sartre n'est pas du tout naïf au point de croire que notre volonté serait première. Et en cela, il le dit explicitement, qu'il rejoint Freud. Notre volonté est elle-même déterminée par des désirs. Alors, il ne dira pas inconscient, parce qu'il n'aime pas l'idée d'inconscient. Mais finalement, c'est pas très différent. C'est ce que j'essaye de montrer dans ma thèse. C'est pas très différent, puisque ce sont des désirs profonds qui s'originent souvent dans l'enfance. Et qui vont conditionner la vie d'un être humain. Sartre prend par exemple, il prend l'exemple de Baudelaire, il prend l'exemple de Flaubert, il s'est beaucoup intéressé aux grands écrivains ou Jean Genet, et notamment chez Flaubert, il s'interroge sur qu'est-ce qui fait que Flaubert a été un aussi grand génie de la littérature à son époque, et il explique que, alors il écrit 3000 pages, ça s'appelle L'idiot de la famille, c'est 3 volumes, 3000 pages, c'est énorme. Bon, ça c'est le côté graphomane de Sartre. Et il explique, et donc Gustave Flaubert était considéré comme l'idiot de la famille, c'était son grand frère qui était censé être un génie, alors qu'on sait très bien que c'était Gustave Flaubert, c'est un génie, à, je crois 10-11 ans, il écrivait déjà des choses incroyables, hein, il faut lire ce qu'il écrivait enfant, c'est des écrits que j'aurais pas la chance probablement à 70 ans d'écrire aussi bien, et de manière aussi subtile. Donc c'était un vrai génie, et pourtant on le considérait comme l'idiot de la famille. Considéré comme l'idiot de la famille tout simplement parce que c'était une famille patriarcale, et dans toutes les familles patriarcales du 19e siècle, c'est le grand frère qui prend la place du père, donc le père est médecin, c'est le grand frère qui va devenir médecin à la place du père, qu'on a totalement oublié aujourd'hui, d'ailleurs le grand frère de Flaubert, on ne sait plus qui c'est, et Gustave Flaubert est jeté dans l'existence. Il est jeté dans l'existence, c'est cette grande phrase de Sartre qui signifie que finalement, et c'est le cas de nous tous, sauf que lui, il le sait beaucoup plus que tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de mandat pour exister. Son grand frère a un mandat pour devenir médecin à la place du père. Son grand frère a un mandat pour exister, alors que Gustave Flaubert n'a aucun mandat pour exister. Et d'une certaine manière, c'est ça qui va faire son génie. Le fait de prendre conscience de son être jeté dans l'existence, c'est ça qui va le déterminer à devenir l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Et donc, un dernier mot peut-être pour quelqu'un qui aurait envie de découvrir Freud et qui ne l'aurait pas encore lu. Alors je crois qu'on doit déjà se défaire de tous les idées préconçues qu'on entend sur Freud, notamment cette idée qu'il y aurait une forme qui mettrait du sexe partout pour Freud. La question du sexe, c'est d'abord la libido, c'est-à-dire l'énergie vitale. Le sexe n'est pas que le sexe pour Freud. Donc c'est faux de croire qu'il y aurait une forme de pansexualisme chez Freud. Le sexe est toujours beaucoup plus que le sexe pour lui. Donc déjà se défaire un petit peu de toutes ces idées préconçues qu'on peut avoir sur lui. Et puis je crois qu'il y a une porte d'entrée qui est très intéressante, c'est la Traumdeutung. C'est l'interprétation des rêves. C'est un gros bouquin, je crois à 700 pages. Mais je crois que c'est très intéressant ça, parce que ça permet de faire le travail pratique sur soi-même chaque nuit, pour peu qu'on se souvienne de ses rêves, et de vérifier en soi-même ce que Freud peut affirmer sur notre inconscient. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une lecture complètement abstraite, c'est une lecture qui a un impact sur l'existence et qu'on peut éprouver soi-même, et voilà, et en faire l'expérience. Merci beaucoup, Lev Frankel, serial thinker. Merci beaucoup pour cette analyse et cette réactualisation de l'œuvre de Freud. Freud, donc plus littéraire qu'on ne pense habituellement, et Freud qui mérite aussi d'être lu comme un grand écrivain et un grand chercheur de l'âme humaine. C'était Le Peuple lu pour Radio Judaïka.